Matindika, Yamolonia Matindika, Matindika, Yamolonia Matindika, Yamolonia Matindika, Yamolonia Matindika, la colonna Matindika yo. Le président national de la Copaco, Nathanaël Ibuka Mupungu. La Copaco, d'abord c'est la Confédération paysanne du Congo, sans oublier son sous-titre principal et regroupement paysan. La Copaco a été créée en 1986 et à l'époque on appelait ça groupe de pression Makessa. Et ça c'était dans le secteur de Mawanga, village de Mukandi et territoire de Kasongolunda, district du Kwango à l'époque, maintenant province du Kwango. Et c'est là où le mouvement Makessa était né. C'était un groupe de pression pour résister aux tortures, résister à tout ce qui était comme exploitation, manipulation des paysans par les commerçants acheteurs, par tout ce qui était violation de leurs droits fondamentaux. Alors, c'était un mouvement purement des jeunes agriculteurs, des jeunes exploitants agricoles familiaux qui avaient mis en place les groupes de pression Makessa. Quelle était la raison d'abord de la Copaco en 1986? C'était d'abord toutes les décisions qui influençaient la vie en milieu rural étaient prises en ville. On ne tenait pas compte des aspirations des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs du monde rural. Après, ces problématiques de décisions qui se prenaient en ville, il y avait aussi le problème d'exploitation, de manipulation des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs par les commerçants acheteurs qui ne voulaient pas négocier les prix, qui voulaient s'imposer et qui dominaient sur les producteurs. Étant donné que c'est un commerce acheteur, et d'abord il venait avec l'approche des trocs, avec une pièce d'étoffe, les mamans leur accordaient ou les paysans leur accordaient 3 sacs d'arachide, 5 sacs de manioc, 2 sacs de courge, 3 sacs de niébé et s'enrichissaient. Donc c'était une exploitation pure et simple, une manipulation. Et vous ne pouvez pas vous opposer parce qu'il n'y avait pas les marchés. Troisième observation, c'était une observation dite aux corvées à de longues distances. Je donne un exemple. Il y a la route transversale de Kenge jusqu'au secteur de Pandji. À l'époque, c'était des collectivités. Les villages sont vraiment très loin de la route transversale, la grande route qui amène à Kinshasa, qui amène à Kenge, qui amène aussi à Mission Sokambundu, aujourd'hui c'est Tembo, quand il y avait la prolifération des minéraux avec l'exploitation des minéraux artisanales, de manière artisanale. Un village qui est à 35 km de la grande route, qui est à 75 km du secteur du marché. Et à Mawanga, à l'époque, le marché se tenait que chaque fois, c'est seulement le samedi, de 6h à 12h. Et il faut voir maintenant les villages qui sont
à 30 km, 35 km, 75 km, 80 Là, il n'y avait km. pas des moyens de transport. Il n'y avait pas les moyens de transport et ils quittaient pour arriver au marché. Il y a des gens qui quittaient le jeudi déjà dans leur village en prenant les gens qu'on appelle aujourd'hui, ce ne sont pas des transporteurs, mais des manutentionnaires. Ils vont faire cette longue distance pour venir seulement vendre leurs produits, passer la nuit au secteur pour vendre leurs produits. Et il y avait des gens qui venaient de secteur en secteur, de territoire en territoire. Il y a des gens qui quittaient les territoires de Féchi, qui venaient à Mawanga, des gens qui quittaient les territoires de Kaemba pour venir vendre les chenilles. Il y a des gens, donc, des secteurs, parce que le Kwango avait 26 secteurs à l'époque. Et maintenant, les gens venaient à Mawanga pour vendre leurs produits, rester là-bas pendant des jours, le samedi, après la vente, après le marché, ils rentrent. Et maintenant, cette corvée de longue distance, on a constaté qu'il y a un manque d'organisation. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre en place une organisation. Et aussi, pendant les recensements, il y a les chefs de collectivité qui envoyaient des greffiers pour aller faire les recensements dans des villages. Et ils avaient aussi des policiers, à l'époque on appelait des gendarmes, qui accompagnaient. Mais lorsque maintenant ils arrivent dans un village, lors des recensements, un papa déclare que mon enfant est allé à Kinshasa. On va l'arrêter, on va le torturer, on va le gifler en présence de la population de ses enfants pour dire que non, tu as fait fuir ton enfant, tu as fait fuir ta femme, et ainsi de suite. Il y a aussi des gens, ils doivent aller prendre, regarder leurs pièges, leurs nasses, ainsi de suite. Et les mamans qui sortaient des grands matins pour aller tirer leurs cocettes de manioc, alors, on les arrêtait, on commençait à les tabasser. Et surtout lorsqu'il y a le recensement, les policiers venaient trop tôt pour fermer toutes les grandes entrées-sorties. Là, il n'y avait toujours pas les leaders. Il n'y avait pas de leaders, donc on empêchait que les gens ne puissent pas aller même puiser de l'eau parce qu'il y a un recensement. Et cela était une violation vraiment des droits fondamentaux des paysans. Et c'est ça ce qui avait poussé les 3 points que j'ai vous dit, les 4 points que j'ai présentés: l'exploitation des paysans par les commerçants acheteurs, les décisions qui influençaient la vie en milieu rural étaient prises toujours en ville, et les problèmes de torture, de violations, les problèmes de manque d'organisation, de distances que effectuaient les parents, les paysans, les agriculteurs pour accéder au marché, et même pour venir attendre un véhicule. Parce que la route transversale qui était de Kinshasa, Kenge, Musamba, Mawanga, Kibunda, Panji, et les femmes, les paysans venaient attendre les véhicules sur les grandes routes, les grandes artères. Je fais 15 900 livres. Alors, au moment où il y avait aussi, on pouvait aménager une route, de la grande route jusqu'au village, pour qu'au lieu que les gens viennent attendre les véhicules, mais les véhicules pouvaient entrer jusque dans leur localité. Et ça, on a constaté. Et c'est ça ce qui avait poussé qu'il y ait une série de réflexions. Et en première position, on a mis en place le groupe de pression Makessa. Mais Makessa n'est que les soldats, à l'époque, les soldats qui avaient tué Jésus-Christ. On les appelait les Makessa. Même aujourd'hui, en Kitando, à Kikongo, on les appelle les Makessa. Mais pourquoi c'est le nom Makessa? Parce que
c'est un groupe de gens qui étaient déjà éveillés, qui résistaient à tout ce qui s'imposait sur la communauté. Et c'est pourquoi le groupe était dénommé Makessa. Maintenant, le groupe commençait à prendre l'ampleur. Ça touchait toute une collectivité. Ça touchait une deuxième collectivité, troisième. Et tous les villages de Mawanga commençaient, dans chaque village, il y a eu un mouvement d'éveil, de conscience, de sensibilisation, de résistance aussi à tout ce que je venais de présenter. Je peux citer un groupe au niveau de Maïgo, on appelait Bangula Nzundu. Bangula Nzundu, c'est quoi? C'est un groupe de jeunes éveillés qu'on ne peut pas dominer sur Bangula Nzundu. Et le président de ce Bangula Nzundu était, on l'appelait Mbokate. Donc lui, qui n'est pas des gens du village, c'est quelqu'un qui vivait à Kinshasa, qui est allé maintenant pour ses études et il a mis ce groupe. C'est un groupe qui répondait aux mêmes critères avec les Makessa. Et il y a eu beaucoup de groupes de jeunes, beaucoup de groupes de Boulanzunzu, des Zibou, qui se sont mis en place dans tous les secteurs. Le président national de la Copaco, Nathanaël Ibuka, Mupungu. Comme il y avait une prolifération des groupes de jeunes, des groupes de résistants, des groupes de Makessa, même malgré leur dénomination, mais ils convergeaient vers un même but. Et maintenant, on avait mis en place ces groupes. Et même les jeunes intellectuels qui étudiaient, les élèves qui étudiaient à Imbela, à Pelende, à Kasongolunda, de part et d'autre, lorsqu'ils rentraient à Mawanga lors des congés, ils avaient ce qu'on appelait la colonie des jeunes vacanciers. Et aussi se réunissaient pendant la période de Noël pour réfléchir sur le développement. Et beaucoup de réflexions étaient culturelles, étaient aussi estudiantines. Et maintenant, cette prolifération avait fait qu'on puisse réunir maintenant tous ces groupes à un centre d'action pour le développement des communautés villageoises. Et ce centre d'action pour le développement des communautés villageoises a permis maintenant à organiser une série de réflexions paysannes. Alors maintenant, ça c'était en 1986. Maintenant, en 1998, vous savez que de 1986 à 1997, il y avait le phénomène des syndicats uniques et partis uniques avec le régime dictatorial de fait Mobutu. Là, on ne pouvait pas avoir d'autres syndicats. Or, l'option ou la vision, c'était le syndicalisme paysan. Il fallait défendre les droits des paysans, défendre les intérêts des paysans, défendre les valeurs des paysans, ainsi de suite. Comme il y avait les syndicats uniques et les partis uniques, nous on travaillait dans la clandestinité. Donc de 1986 à 1998, on a fait 12 ans, on œuvrait dans la clandestinité. Et cette période de clandestinité était dénommée, c'était une période de diagnostic participatif sur les mouvements paysans en République démocratique du Congo. Alors maintenant, en 1998, le mouvement a atteint la ville-province de Kinshasa. Et quand le mouvement a atteint la ville-province de Kinshasa, en cette période, il y avait beaucoup plus des ONG, il y avait aussi des associations de ressortissants. Donc, le Centre d'action pour le développement des communautés villageoises était un regroupement des associations de ressortissants. Ressortissants de Nganda Tsundi, comme Aderigas, qui était parmi les premières associations qui avaient adhéré à la Copaco pour le Congo central, c'était Aderigas. Il y avait aussi des associations
des organisations des ressortissants de Maniema qui avaient adhéré à la Copaco, ainsi de suite. Et maintenant, à Kinshasa, on a regroupé toutes ces associations de ressortissants pour une réflexion sur la mise en œuvre, la mise en place plutôt de la Copaco. Donc il y avait l'élection. Oui, là il y avait d'abord une série de réflexions paysannes. On avait mis un programme. Tout le monde réfléchissait pour répondre aux besoins de leur village. Tu vois, association des ressortissants de Mayimbangondi par exemple, association des ressortissants de Ngandatsundi, c'est dans le Tchela, association des ressortissants de Maniema, association des ressortissants de Bandundu. Donc il n'y avait que des associations de ressortissants. Et ce sont ces associations des ressortissants, donc des associations de villageois à Kinshasa, qui se sont mis ensemble, les associations de Ngandatsundi, de Maniema, de Sidi Kivu, de Kinshasa, de Bandundu. Ils ont réfléchi pour mettre en place maintenant la Confédération paysanne du Congo. Et ça, c'était maintenant en 1998, après avoir fait tomber par l'AFDEL le régime syndicat unique, parti unique. Et maintenant, on était entré dans le multipartisme depuis 1990, mais il n'y avait pas d'autres syndicats. Et nous, c'est pourquoi les organisations paysannes se sont levées maintenant, après le régime dictatorial, pour mettre en place la Confédération paysanne du Congo, et qu'on appelle maintenant principal regroupement paysan. Le terme principal regroupement paysan, c'est ça les termes qui démontrent l'aspect syndical jusqu'aujourd'hui. Donc le syndicalisme se repose dans le principal regroupement paysan. Et voilà comment maintenant, en 1998, la Copaco a vu le jour officiellement. Et c'est pourquoi chaque mois de février, parce que les réflexions étaient du 23 février jusqu'au 28. Et cette période, vous l'avez déjà couvert chaque fois, on appelle ça la semaine de la Copaco. Et maintenant, comme la Copaco a vu le jour, la Copaco est installée presque dans toutes les provinces à une coordination. Et maintenant, on célèbre la semaine nationale du paysan. Donc, du 22 février jusqu'au 28, c'est la semaine nationale du paysan. Au lieu que ça soit la semaine de la Confédération paysanne du Congo, mais on a baptisé ça la semaine nationale du paysan. Et aujourd'hui, donc en 1998, on a eu un petit bureau à Kinshasa, comme on l'appelait un studio, mais les activités, les réunions se tenaient dans des églises. Dans des églises, sous l'arbre, ainsi de suite. On avait un secrétariat permanent de 3 personnes pour assurer la permanence, mais tous les membres, ce sont des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, et on avait lancé ce mouvement paysan au niveau national. Et maintenant, après avoir beaucoup travaillé, on a fait 10 ans. On vivait que des cotisations de nos membres, on vivait que des contributions volontaires. Et l'État ne subventionnait pas d'ailleurs notre État congolais. C'est ça la faiblesse majeure de notre État congolais. Il ne subventionne pas les associations sans but lucratif, les ONG, même les églises. Vous voyez, on se débrouille. Et nous, on est une organisation libre, autonome, indépendante et démocratique. Vous voyez? Et il y a des gens qui n'aiment pas, qui ne veulent pas soutenir des organisations libres.
Parce que nous, on n'est pas fanatiques d'un pouvoir, d'un parti, ainsi de suite. Nous contribuons. Et la mission de la société civile, c'est de contribuer à la vision du gouvernement. Et c'est ça notre mission. Maintenant, il faut savoir que nous ne pouvons pas fonctionner sans être en règle avec l'État congolais. C'est pourquoi l'État nous donne la personnalité juridique. Cette personnalité juridique, il a publié la COPACO dans le journal officiel. Et maintenant, nous avons un siège. En fait, l'État est censé d'appuyer le fonctionnement de la COPACO. Mais ce n'est pas seulement de la COPACO, même le Conseil national des ONG, même toutes les organisations qui sont structurées, qui sont assises, doivent être appuyées par l'État congolais en ce qui concerne le fonctionnement. Les ONG que vous voyez, les ONG européennes, ils sont financés par les États européens. Et nous, on se débrouille. C'est comme si nous ne faisons rien. Or, nous apportons une contribution efficace de taille. C'est nous qui comblons le vide pour ne pas entrer là-bas. Donc, on a travaillé pendant 10 ans, de 1998 à 2008, avec des cotisations, avec des contributions volontaires. Et en 2009, on a commencé à avoir des appuis de partenaires techniques et financiers. Et le premier appui qu'on avait obtenu, c'était l'appui du PAOPA. Le PAOPA, c'était un programme d'appui aux organisations paysannes d'Afrique qui était financé par l'Union européenne, la Confédération suisse, l'Agence française de développement et le FIDA. Et maintenant, c'était un programme régional, donc un programme africain. Ce n'est pas qu'on donnait le financement directement à la COPACO, parce que les organisations paysannes au niveau de l'Afrique sont bien structurées, plus que les ONG, et ça, il faut toujours se vanter que les organisations paysannes sont mieux structurées. Et là, comme vous avez parlé, le problème que nous avons rencontré, c'est quoi? Nous ne sommes pas, nous sommes des groupements d'intérêt économique. Nous regroupons les organisations de production, donc des producteurs. Mais on est bité maintenant avec la loi 001, portant création et fonctionnement des associations sans but lucratif. Au moment où nous sommes des producteurs, c'est la COPACO qui est une association sans but lucratif, mais nos groupements, ce sont des groupements à vocation coopérative, ce sont des coopératives, ce sont des sociétés coopératives. Même s'ils ne sont même pas aussi appuyés par l'État congolais. Et lorsque vous vous organisez, c'est vous qui approcherez l'État pour avoir les documents juridiques. Et lorsque vous avez les documents juridiques, et c'est vous-même qui allez chercher comment vivre, comment fonctionner. Et ça, c'est vraiment, il faut qu'on améliore ça. Une plateforme nationale des organisations de producteurs comme la COPACO, il y en a tant d'autres, mais qui n'a jamais été appuyée par l'État. Le président national de la COPACO, Nathanaël Ibuka Mupungu. Que l'État est le partenaire principal de toutes les organisations de petites et moyennes entreprises, les associations sans but lucratif, les églises, les sociétés. C'est l'État qui est le premier partenaire. C'est le gouvernement qui doit nous soutenir. Parce que nous, on a créé l'emploi. On a créé l'emploi. Il y a des gens, nous les paysans, nous ne demandons pas l'emploi à l'État. Nous ne faisons pas les marches de protestation pour demander l'emploi, parce que notre emploi, c'est l'agriculture. Vous voyez? Mais l'État s'occupe de l'agriculture au lieu de s'occuper des agriculteurs. Et c'est là où les choses ne marchent pas. Je crois on l'a dit pendant la fête du 30 juin. Si l'État s'occupait des agriculteurs, les agriculteurs doivent s'occuper de l'agriculture.
Et notre État doit être, du point de vue alimentation, un pays souverain. L'État, c'est l'État qui doit développer les politiques de la souveraineté alimentaire, qui doit soutenir la production locale. Mais c'est comme si l'État ne voyait pas un intérêt sur la production locale, sur les producteurs locaux, nationaux. Il a l'intérêt au niveau de rétrocommissions, comme on le dit. Entre-temps, ce n'est pas aussi l'État, ce sont des individus qui sont dans le gouvernement, qui travaillent dans les services étatiques, qui ne veulent pas orienter le financement, les appuis vers la production locale. Parce qu'avec les importations des denrées alimentaires, ils se retrouvent. Or, même eux-mêmes ne consomment pas ça parce qu'ils savent que ce sont des organismes génétiquement modifiés. Mais lorsqu'ils veulent envoyer leurs domestiques qui sont dans des maisons, on ne les envoie pas dans des organisations, des sociétés transnationales. Vous les verrez à Sombazigda, vous les verrez à Pascal, vous les verrez à Mikondo pour s'approvisionner. Ils consomment ce que nous produisons, mais ils sont là pour promouvoir ce que nous ne produisons pas. Le président national de la Copaco, Nathanaël Ibuka Mupungu. Oui, nous avons dit que la Copaco aujourd'hui, il est un partenaire incontournable du gouvernement congolais. Parce que nous participons à l'élaboration des politiques de développement. Je peux donner en 2011. Il y avait la signature de la charte du PDDA, le programme de développement africain, de l'agriculture africaine. C'est la Copaco qui a signé, qui avait représenté les organisations de producteurs pour signer la charte du PDDA. Et on a élaboré le plan national d'investissement agricole. La Copaco, par ma personne, j'étais partie prenante dans le noyau dur qui avait élaboré le plan national d'investissement agricole. Donc nous participons, nous contribuons de manière efficace et active. Donc nous sommes les partenaires. Et maintenant, le ministère de l'Agriculture a compris notre contribution. On a signé maintenant des contrats de partenariat avec le ministère de l'Agriculture, la direction des centres agricoles et la direction d'encadrement des professionnels de l'agriculture. Même au niveau du développement rural, nous avons contribué parce qu'il y a des coopératives aujourd'hui qui ont des numéros d'immatriculation du ministère du développement rural. C'est l'accompagnement. Si vous partez au service national des coopératives ou organisations paysannes, et on ne peut pas organiser des actions sans que la Copaco et ses coopératives soient là. Au niveau de l'éducation, la Copaco a une coordination nationale de l'académie paysanne, des établissements publics de formation professionnelle d'apprentissage des métiers. Nous avons des centres de formation professionnelle du budget. Même si l'État n'a pas encore payé les agents, payé les coordinations, payé les bureaux de gestion, mais nous faisons fonctionner ça avec nous-mêmes. Vous voyez? Parce que les besoins, c'est les besoins, premier besoin, c'est de répondre aux besoins socio-professionnels de la communauté. Et ça, c'est une contribution. Et maintenant, comme le ministère de la formation professionnelle est en train de s'organiser pour prendre en charge le personnel, je pense que ça sera un souffle. Mais malgré tout cela, nous voyons qu'il y ait des centres d'excellence professionnelle. C'est ça notre vision. Et l'échec n'est pas la Copaco. Même si le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'agriculture, le ministère du développement rural, les plans ainsi de suite, n'en accompagnent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris l'importance de ce que nous sommes. Et il faut savoir que 75% de l'emploi de la RDC, c'est nous les paysans.
et qui ne revendiquons rien, qui ne déclarons rien, qui ne réclamons rien. Parce que nous sommes déjà au travail. Ce qui nous manque, c'est de nous doter des équipements. Au ministère de l'Agriculture, on a lancé la campagne agricole 2025. Jusqu'aujourd'hui, bientôt on va lancer la campagne agricole 2026. Mais la campagne 2025 ne nous a pas encore touchés. Nous sommes là dans les exploitations agricoles familiales. C'est nous qui nourrissons, en commençant par la famille qui est l'unité de base. La première population, la première structure d'un pays, c'est la famille. Et c'est nous qui sommes des exploitants agricoles familiaux et qui nourrissons la population. Si aujourd'hui on croise les bras, il y aura un soulèvement. Nous n'avons pas des avions, des bateaux propres à nous qui pouvaient ravitailler. Et d'ailleurs, les Zambiens produisent pour la Zambie. Vous voyez, tous les pays, ils ont mis des politiques de la souveraineté alimentaire, de l'autosuffisance alimentaire. C'est seulement la République démocratique du Congo où on ne veut pas voir des politiques. C'est pourquoi maintenant, nous soutenons avec foi la vision de la revanche du sol sur son sous-sol. Pour nous, c'est la réponse. Même le président Tshisekedi nous donne de l'argent ou non. Mais nous voulons que cette vision de la revanche du sol sur le sous-sol soit matérialisée. Et nous voulons qu'on puisse avoir un arrêté ou bien une ordonnance loi qui doit mettre en place, instrumentaliser, institutionnaliser cette vision de la revanche du sol sur son sous-sol. Et nous demandons que nous, la COPACO, nous puissions gérer cette vision, mettre ça en œuvre. Le chef de l'État a un mandat, mais cette vision n'aura pas de mandat. Et le chef de l'État, aujourd'hui, on est en train de parler de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Cet accord, qui sont les acteurs principaux? C'est nous les producteurs locaux. C'est nous qui avons abandonné le plateau de Bateke. C'est nous qui avons abandonné les champs, nos élevages à l'est. Vous voyez? Et c'est nous qui sommes les premières victimes des guerres d'agression. Mais entre-temps, c'est nous aussi qui sommes victimes de manque d'appui financier du gouvernement. On ne nous donne pas de tracteurs, on ne donne pas des intrants, on ne nous donne pas tout. On ne nous donne pas. Entre-temps, c'est nous qui sommes les réponses. Aujourd'hui, on parle de la RDC, c'est un pays solution. Mais ce sont des paysans qui sont le peuple solution de ces pays. D'abord, c'est la solution alimentaire. Notre but, c'est de transformer le poids démographique des paysans en force économique. Et la vision de la revanche du sol sur son sous-sol, c'est un moyen et une stratégie. Matindika, Yamolonia Matindika, Matindika, Yamolonia Matindika, yeah, 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 Yamolonia Matindika, yeah, 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 Yamolonia Matindika, la colonna Matindika, yo.